Écoutez, en tout cas, pour vous parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur, je ne vais pas faire de la théorie. Je vais vraiment vous faire part de mon retour d'expérience de 14 ans de directrice développement durable dans un groupe, et donc avec les dispositifs que j'ai tentés avec plus ou moins de succès. Alors, juste très rapidement, Aegis, qui sommes-nous ? En fait, nous sommes un grand groupe international d'ingénierie dans le domaine des infrastructures de transport, donc de toute nature. Donc on conçoit des routes, des métros, des voies ferrées, des voies fluviales, etc. Et de la construction, plutôt bâtiments tertiaires, des hôpitaux, des centres culturels, etc. Et donc quand on a dit ça, en fait, ce qui nous caractérise, c'est que les ouvrages sur lesquels nous intervenons ont deux spécificités. Une qui est bien, quand on est directeur du développement durable, parce qu'on est sur des ouvrages qui répondent à des besoins essentiels des populations, se déplacer, se loger, etc. Et puis, nous sommes quand même dans des secteurs d'activité qui sont par nature fortement émissifs. Les infrastructures de transport et la construction, c'est la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc, autant vous dire qu'il y a du taf à faire en tant que directeur développement durable pour transformer ces secteurs. Une autre caractéristique, c'est que nous sommes sur des ouvrages qui s'inscrivent dans le temps long. Quand on conçoit des infrastructures, c'est des infrastructures qui vont dessiner le cadre de vie de nos citoyens pendant 50 ans, 100 ans, et qui sont destinés à des dizaines de millions de citoyens. Donc il y a un aspect impact qui n'est pas neutre. Alors, je reviens sur mon sujet. Donc, ça fait 14 ans que j'exerce ce type de fonction, entre autres, parce que j'ai eu aussi plusieurs responsabilités au sein du groupe. Et dans cette fonction, conduire une transformation dans une entreprise, je l'apparente assez à l'ascension du K2 face nord. Donc, pourquoi ? Parce que, en fait, c'est quelque chose de complexe. Vous allez avoir tout au long du chemin de nombreuses difficultés. Il va falloir trouver des voies pour avancer. Plus vous allez avancer, ce qui est très caractéristique pour ceux qui savent, qui font de l'escalade, plus en fait c'est dur. La pente va être raide. Vous allez commencer à avoir en face de vous des sujets extrêmement difficile parce que très transformant par rapport au business as usual. Et plus vous allez monter, vous allez avoir aussi besoin d'oxygène. Et donc, je vous dirai pour moi, qu'est-ce qui a été des ballons d'oxygène dans cette aventure. Et en tout cas, au bout de 14 ans, j'ai une conviction, c'est que vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, le meilleur plan de transformation du monde. Si vous ne prenez pas en compte la dimension humaine, eh bien, ça ne marche pas. Voilà. Alors, je vais vous emmener avec moi faire le tour de piste des parties prenantes. Et je vais commencer par le comité exécutif. Alors, j'ai été amenée à plusieurs reprises à plancher dans le comité exécutif. Alors, tout d'abord, en ne faisant pas partie de ce comité, donc quand je commençais toute jeune dans cette fonction-là, et puis ensuite en faisant partie de ce comité exécutif. Au démarrage, quand je présentais les sujets du développement durable au comité exécutif, j'avais vraiment l'impression de parler à une salle vide, c'est-à-dire une écoute très polie. Et il faut toujours se méfier des écoutes polies dans les comités exécutifs. Quand je suis rentrée dans le comité exécutif, là j'ai une autre surprise en disant « mais où sont les femmes ?» Bon. Et en fait, je voyais bien qu'en fait, je n'arrivais pas à les embarquer, et pourtant, j'arrivais avec toute la passion, la conviction qui nous caractérise, nous, directeurs développement durable. Je suis ingénieure géophysicienne de formation, je connais bien le système Terre, je suis en face que d'ingénieurs, polytechniciens, etc. Je me suis dit, je ne vais quand même pas passer du temps à leur expliquer
ce qui est en train d'arriver quand même. Erreur. Et je me suis très vite aperçue qu'en fait, il fallait, si je voulais faire passer mes messages, il fallait que je puisse le faire, je veux dire, en rentrant également dans leur bulle, leur centre d'intérêt, et donc avec des approches résolument business. Et de leur parler de cette transformation nécessaire. Qu'est-ce que ça allait impliquer pour nos métiers, pour notre business, en termes de compétition, en termes de différenciation. Il fallait leur parler également de maîtrise des risques. Alors ça, un COMEX, la maîtrise des risques, ils comprennent. Voilà. Et pour autant, ça ne suffisait pas. Parce que j'arrivais en présentant ma stratégie ESG ou ma stratégie climat. Et en fait, tant que vous en êtes avec une stratégie qui n'est pas connectée et intégrée à la stratégie de la boîte, ben vous êtes limité. Donc le but du jeu, ce n'est pas d'avoir une stratégie climat, c'était de faire en sorte que le climat soit au cœur de la stratégie. Et le moment déclencheur pour moi, ça a été dans ces exercices que vous savez qui se font avant ça se faisait tous les 5 ans, maintenant ça se fait tous les 3 ans, donc des projets d'entreprise, ou le moment où on fait les grands plans de développement de l'entreprise. Et finalement là, c'est le meilleur moment où il faut poser le sujet, puisque c'est les moments où le COMEX prend un temps de recul, où on analyse les grandes tendances, on analyse les risques, avec cette vision prospective de qu'est-ce qui peut impacter effectivement mon business et comment j'anticipe et je m'y prépare. Donc en tout cas pour moi, c'était ce déclencheur. Donc en 2018, on a réussi à inscrire cette stratégie au cœur de la stratégie de développement de la boutique, au cœur de l'ambition. Et alors là, après, ça change tout. Pourquoi ça change tout ? Parce que vous êtes sur les radars, vous avez des plans de transformation, il y avait des KPI, tout ça est suivi mensuellement au niveau du COMEX, et donc ça facilite la chose. Donc il y a le COMEX, et une fois que vous avez réussi à mettre vos sujets au cœur de la stratégie, c'est pas encore tout à fait gagné. Ça nécessite, en tout cas, moi j'ai tenté quelque chose qui était de faire vraiment une formation du COMEX sur ces enjeux climat. Et ça m'a quand même vraiment beaucoup aidé. Et alors avec un angle prospectif, c'est-à-dire évidemment donner les chiffres clés sur les enjeux, etc. Et puis avec beaucoup de chiffres, parce que j'ai un public d'ingénieurs, donc il faut des chiffres. Mais surtout avec des aspects de scénario prospectif. Donc ça veut dire quoi, notre business, des routes? Ça veut dire quoi de faire encore concevoir des aéroports dans un monde bas carbone? Ou ça veut dire quoi quand on n'aura plus de ressources, des métaux pour faire les barrières glissières, nos autoroutes, ça veut dire quoi, etc. Ça les a bien interpellés. Ça a été également un élément facilitant pour moi. J'en oublie même mes petites photos. Voilà. Il n'y a pas que le COMEX. Je trouve que pour embarquer, il faut regarder aussi toutes les instances de décision stratégique de la boîte et intégrer les critères ESG dans les processus de décision stratégique. En tout cas, dans mon entreprise, il y avait 2 comités clés qui étaient le comité des acquisitions. Et donc, comment est-ce que aussi, lorsqu'on fait des acquisitions pour se développer, on intègre dans les due deals l'ESG. Jusqu'à il y a 1 an, dans ma boîte, on ne le regardait pas, l'ESG. Maintenant, on le regarde au même titre que les autres éléments. Et le deuxième sujet, c'est l'instance qui s'appelle les comités des risques et des engagements. Ça, c'est un comité extrêmement... C'est là où il y a les décisions stratégiques de positionnement, on va ou on ne va pas sur un projet, se prennent. Et donc, c'est là où c'est le moment au-delà des critères de réputation financière, éthique, d'intégrer des critères ESG. Et donc, c'est ce que nous avons fait. On a bien renforcé ces critères ESG dans ces process et on est allé même jusqu'à renforcer une politique d'exclusion, donc d'aller jusqu'à renoncer à aller sur certains projets. Et donc ça, c'est le plus dur. Moi, j'ai encore une conviction, je vous partage mes convictions, c'est que la force des engagements se mesure à l'aune des renoncements qu'on est en capacité de faire.
Et donc ça, les renoncements, arriver à renoncer à aller sur des projets qui sont en lien avec tout ce qui est l'énergie fossile, des nouveaux champs d'exploration pétrolière, renoncer à faire toutes les infrastructures de ces méga projets, il y en a 426 dans le monde, qu'on appelle les bombes climatiques, ou si tout juste ils vont jusqu'à leur bout de leur cycle de vie, eh ben, on oublie l'accord de Paris. Donc voilà, tout ça. Et ça, là, on est dans le dur. Pour avoir une politique d'exclusion que nous avons communiquée publiquement, astucieusement et de façon très volontaire, 15 jours avant la COP, 3 ans. 3 ans de travail avec le COMEX. Ce qui veut dire qu'il faut rien lâcher, jamais rien lâcher, être tenace et être déterminé. Alors, je vous ai parlé du COMEX. Et pourtant, il y a quand même une instance encore bien au-dessus du COMEX qui est très importante, mais pour moi qui n'a pas été un frein, c'est le board. Et en l'occurrence, au board de mon entreprise, donc, il y a 2 actionnaires qui sont très engagés sur ces sujets-là, donc ce qui est très facilitant puisque c'est le groupe Caisse des dépôts. Et plus récemment, un fonds de private equity, qui nous a rejoints il y a 2 ans. Donc là, pour moi, c'était un petit peu le kit ou double. Parce qu'en fonction du fonds private equity, soit effectivement, j'avais un boulevard pour accélérer mes sujets. Là, ça a été le cas, puisque c'est un fonds qui nous rejoint dans le cadre d'un fonds de transition énergétique. Soit je faisais mes valises. Voilà. Et donc, avoir un fonds, je veux dire, un fonds private equity qui veut vraiment, qui croit en des boîtes et qui veut en faire des leaders de la décarbonation. Donc ça, c'est vraiment facilitant, puisque vous allez avoir un aiguillon. Alors, c'est avoir un fonds dans son capital quand on en sortait. On avait uniquement la Caisse des dépôts, c'est une petite... pas pareil. Vous avez parfois l'impression d'être dans la machine à laver. C'est très suivi, c'est très KPI, mais c'est des super aiguillons. Et pour moi, c'est vraiment très, très facilitant. Donc voilà au niveau du COMEX. Je tenais à vous faire un petit focus sur une direction. Les relations entre la direction financière et la direction RSE. En fait, c'est vraiment un film. C'est un film, enfin c'est même une série avec plusieurs épisodes. Il y a 4 épisodes. Premier épisode, le néant. Alors là, franchement, on était vraiment sur 2 planètes parallèles. On ne se comprenait pas. Bon, comme on ne se comprenait pas, au bout d'un moment, on ne se parlait même plus. Voilà. Ensuite, ça a été le dialogue de sourds. Dialogue de sourds, et ce qui fait que pendant de nombreuses années, la direction RSE a été la seule direction qui avait pas le boulier, mais en tout cas, n'avait pas les financements nécessaires pour avoir les outils, pour faire le reporting extra-financier, parce que sans doute, on considérait que ça servait à rien. Et donc, avec des outils rudimentaires quand même depuis pendant très, très longtemps. Donc, dans les arbitrages budgétaires, ça passait à l'as. Et puis après, finalement, pas depuis très longtemps, la direction financière dit, mais mince, on me regarde et il y a des choses qui vont me concerner. Tiens, il y a un truc qui s'appelle la taxonomie européenne. Il va falloir rendre compte des chiffres d'affaires, des CAPEX, des OPEX. Oh, ça me parle. Oh, mince, c'est moi. Ah oui, puis après, tu sais, il y a les CSRD, ça va te concerner, la double matérialité, etc. Et puis, quand même, on fait beaucoup, dans mon groupe, on fait énormément d'acquisitions. Quand on fait des acquisitions, il faut les financer. Et c'est quand même très sympa d'avoir des financements verts, parce qu'ils vont vous permettre d'avoir des conditions intéressantes dès lors que vous atteignez un certain nombre de critères. Et donc maintenant, on bosse, c'est la direction avec laquelle je bosse le plus. Voilà. En 1 an, nous avons réalisé 2 opérations de financement vert. Et puis, ils vont être l'anticipation de la CSRD va être co-sponsorisée à la fois par la direction financière et la direction RSE. Comme quoi aussi, là, il ne faut pas désespérer. Alors, ensuite, les managers, en particulier le middle management. Alors, dans mon activité, on a 2 grands champs de transformation. Le premier champ de transformation, c'est qu'on revoit en profondeur tout notre process de production de nos projets, la façon de concevoir nos projets. Et on a pris un engagement fort. À l'horizon 2030, tous les projets de notre groupe seront éco-conçus, que le client le demande ou pas. Donc ce sera notre signature technique et notre marque de fabrique.
Alors ça, c'est super comme engagement. Je suis arrivée à embarquer le COMEX là-dessus, sauf qu'après, on se dit, mince, c'est juste la révolution. Il faut tout changer, toutes les méthodes, le référentiel. Il faut outiller, il faut former. C'est juste complètement dingue à faire. Et le deuxième, c'est encore plus gros morceau, puisque l'enjeu, c'est de faire évoluer progressivement notre portefeuille d'activités pour être en ligne avec l'accord de Paris. Et donc, d'année en année, d'être en capacité de faire croître la part de notre chiffre d'affaires qui contribue de façon très significative à la transition écologique et énergétique. Et là, vous êtes dans le dur, et autant, moi je suis ingénieur technique, dans la première transformation, je suis en face de moi le monde de la production, la technique, et là, sur le deuxième, j'ai le top management, j'ai les actionnaires, et j'ai les commerciaux qui disent qu'est-ce que tu me fais comme bazar, tu vas m'empêcher de faire du business. Je lui dis non, tu vas faire le business autrement. Et puis avec la façon, en étant beaucoup plus sélectif, on va dérisquer les projets pour nous, pour le client, et on va aussi ouvrir de nouvelles façons, des nouvelles sources de vendre d'autres choses. Alors ça, c'est facile à dire, mais c'est quand même un changement de paradigme, parce que dans notre maison, si vous voulez, nous, on a des appels d'offres, des gros appels d'offres. Et le mindset, c'est, pour un commercial, c'est mieux on répond à ce qui est dans l'appel d'offres, plus on a la chance de gagner. Et moi, je suis en train de leur dire, attendez, ça, c'était le monde d'avant. Et en fait, quand vous avez un appel d'offres, pour faire, par exemple, une ville, un morceau de ville ou une route, généralement, on a des lots. Vous allez vraiment vous poser, et avant de répondre juste à ce qu'on vous demande, ce qui est quand même juste une prestation d'exécutant quand même, de haut niveau, mais quand même, vous allez vraiment faire une analyse complète, une analyse systémique complète des impacts environnementaux de l'ensemble du projet. Donc vous allez revenir vers le client, vous allez l'interpeller, et en faisant ça, vous allez faire deux choses. D'abord, s'assurer qu'on va être en capacité vraiment de rendre le projet plus vertueux, c'est-à-dire qu'on a les compétences, les expertises, que c'est possible de le faire. Et également, vous allez être en capacité de conseiller votre client qui lui-même a ses propres enjeux de transformation, de décarbonation. Et puis derrière, quand même, sur ces grands projets, il faut pouvoir les financer. Et pour les financer, il faut pouvoir être super au max de tout ce qui est le ESG, etc. Et donc, en étant nous-mêmes exigeants, en conseillant notre client, normalement, ça doit faire du business aussi, mais pas le même qu'on faisait avant. Et je pense de façon plus intéressante, parce qu'on ne se contente pas de répondre à ce qu'on nous demande. Ça, c'est facile à dire quand vous avez tous les commerciaux de la boutique devant vous. C'est pas si facile, et donc il faut pouvoir leur montrer ensuite ce que ça peut leur apporter. Et donc, c'est une question après de responsabilisation. C'est-à-dire que quand donc je siège dans les décisions du go-no-go, est-ce qu'on va ou pas sur les projets, et mon verdict était perçu comme j'étais le censeur de service, c'est-à-dire je dis non, on ne peut pas aller sur ce projet, franchement c'est orthogonal à nos engagements, il faut être sérieux, piscine à pingouins à Dubaï, un exemple, franchement il faut être sérieux, d'abord ça ne sert à rien, et puis franchement, mais c'est vachement, c'est plusieurs millions, oui effectivement, donc censeur. J'étais le censeur. Les dossiers arrivaient au corporate que bien sûr les gros dossiers, donc avec des enjeux financiers importants. J'étais le censeur. Et du coup, je me suis dit, je reviens à la question d'embarquer, j'ai dit, on ne prend pas le problème par le bon bout. En fait, le sujet pour la transformation, il faut responsabiliser les gens. Responsabiliser les gens. Donc, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous arrivez dans un instance, on dit no-go, que c'est juste une personne qui a dit no-go. C'est que vous n'avez juste pas fait votre boulot d'analyser les enjeux. Et si c'était orthogonaux à la politique du groupe, il fallait s'en apercevoir avant. Et donc, l'idée, c'est vraiment de changer ce mindset et de responsabiliser les gens de façon à ce qu'ils mettent l'énergie commerciale là où, effectivement, on est sûr que effectivement, c'est en ligne avec nos politiques et on ira. Donc, voilà ce qui est devant nous. Alors, pour faire ça, quels ont été les leviers, après concrètement, pour embarquer? Avant, j'ai fonctionné pendant 13 ans sur les 14 ans avec un relais des réseaux, ce que vous avez sans doute dans vos entreprises, avec des relais développement durable dans chacune de mes entités. C'était des relais.
C'est-à-dire qu'ils faisaient ça, j'avais des personnes super engagées, super motivées par la cause, mais qui faisaient ça qu'à un temps partiel. Voilà, c'était pas un vrai poste. Donc, et bien ça, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Quand on veut accélérer, ça ne marche pas. Je suis arrivée au bout de l'exercice, avec des gens épuisés au bout d'un moment. Voilà. Donc ça ne marche pas dans la durée. Ça marche vachement bien au début, ça ne marche pas dans la durée. Donc là, ce que j'ai fait depuis le début de l'année, j'ai profité d'une réorganisation de la maison, de façon à demander la création d'un poste nouveau, qui est le poste de directeur ESG Climat. Et j'ai demandé que ce poste soit dans chacune de mes business lines, dans chacune de mes géographies. Et c'est des postes qui me sont rattachés fonctionnellement et qui font partie des CODIR de leur business line. Là. Alors ça change la donne. Et pour convaincre le PDG de ça, je lui ai dit, écoute, le climat, est-ce que c'est important pour toi? Ah bah ouais, je vais être le leader du climat. Je dis, ok. Est-ce que t'imaginerais une seule seconde de ne pas avoir un DRH, un directeur financier dans une de nos régions du monde, Australie, Moyen-Orient, on est dans son pays. Hein. Est-ce que t'imaginerais dans une grosse entité, 6000 personnes, etc., de ne pas avoir un DRH et un directeur financier aux manettes, supervisé par le corporate? Bah non. OK. Et c'est important, la finance, la RH. Oui. Le climat, c'est important aussi. Ah, il y a un trou dans la raquette. Ça change la donne. D'avoir des postes temps plein, membres du CODIR, parce que là, vous êtes plus sur les politiques, vous êtes sur la mise en œuvre opérationnelle, au plus près du terrain, au plus près des opérations, au plus près des clients. Donc ça, pour moi, en tout cas, ça change tout. Ensuite, bien sûr, quand vous voulez faire... Enfin, pour moi, la transformation, ce qui m'a été utile, c'est que j'ai intégré tout l'ESG dans le cadre du système de management de la performance, puisque ça concerne toute l'entreprise, toutes les fonctions support, toutes les fonctions stratégiques, opérationnelles, etc. Et donc, tout est au sein du système de management de la performance. Donc, pour la production, on intègre dans la façon dont on fait les projets, comment on les fait avec l'éco-conception, etc., sur les questions à se poser quand on fait des décisions stratégiques, c'est également dans notre système de management de la performance. Donc, c'est tout à fait intégré. Et quand vous avez fait ça, c'est pas suffisant, parce que vous pouvez avoir, pareil, les super procédures. Faut-il encore qu'elles soient connues? Une fois qu'elles soient connues, il faut qu'elles soient comprises. Une fois qu'elles soient comprises, il faut qu'elles soient appliquées. Donc ça, c'est encore autre chose. Et donc, derrière, ça demande vraiment... je veux dire des mises en situation, d'expliquer pourquoi on fait ça et toujours revenir sur le sens et ce que ça apporte à la fonction, ce que ça apporte. Si on ne fait pas ça, et j'ai beaucoup aimé votre introduction, madame, si on prend tous nos sujets, c'est que au début, c'était vu comme des contraintes. Le reporting, ça ne sert à rien, il faut faire ça en plus, etc. Non, là, on n'est pas sur en plus. Et donc, je me suis efforcée au fil du temps de toujours... vraiment travailler sur mais pourquoi on fait ça. Et donc on fait ça, c'est soit pour prévenir des risques, soit parce qu'on va en tirer des bénéfices. Et le faire pas d'une façon globale, éthérée au niveau d'une direction générale, mais pour chaque fonction. Le fait d'intégrer ces nouvelles exigences, ça va apporter quoi comme bénéfice? Et ensuite, une fois que vous avez fait cet exercice, des ambassadeurs et faire témoigner les gens du terrain. Voilà. Les collaborateurs, je vais vous dire, pour moi, c'est la partie prenante la plus facile à embarquer par rapport à tous ceux dont je vous ai parlé. Parce qu'en fait, les collaborateurs, ils ne demandent que ça. Hein. Je veux dire, enfin, en tout cas chez moi, il y a vachement d'appétence pour contribuer, je veux dire, à ces enjeux-là. Je fais aussi beaucoup d'échanges avec les jeunes. Les jeunes veulent rentrer aujourd'hui dans des entreprises qui font vraiment du développement durable, mais pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que les engagements, ils n'en ont rien à faire. De toute façon, toutes nos entreprises ont pris les mêmes engagements. Donc maintenant, c'est plus ça le sujet. On les a tous pris en même temps. Et puis, et qui SBTI, et qui machin, net zéro, etc. Non, le vrai sujet, c'est maintenant, il faut tenir les engagements. Ce qui va faire la différence demain, c'est entre les acteurs qui ont pris des engagements et ne sauront pas les tenir, ceux qui vont faire semblant de les tenir et ne vont pas tenir longtemps parce que quand ils vont être sur des radars d'ONG, etc. Et en tout cas, les premiers qui vont voir que ce n'est pas authentique, c'est les collaborateurs. Et puis, il y a ceux, effectivement,
qui vont essayer, qui vont tenter de mettre en œuvre. Et c'est difficile. Et il y a des choses qui ne vont pas aller aussi vite qu'on aimerait. Et il y a des trucs qu'on va se planter. C'est pas grave, on sera en courbe d'apprentissage et c'est le faire ensemble. Ce que les collaborateurs, pour moi, en tout cas dans les collaborateurs avec lesquels je travaille, ce qui me semble important, c'est le sens et la cohérence. Voilà, alors il faut donner le sens et il faut que ce soit hyper cohérent entre ce que vous faites, les actions, les décisions que vous prenez et effectivement les engagements que vous avez pris. Donc sens, cohérence, transparence et sensibilisation et formation à tous les étages. Là aussi, je veux dire, là, moi, je lance l'année prochaine, je vais lancer ce que j'appelle un écopass, c'est-à-dire formation des 18 000 collaborateurs du groupe sur les enjeux environnementaux. J'ai passé un partenariat avec AXA Climate là-dessus. Pour donner le sens, je crois que vous êtes beaucoup d'entreprises qui avez travaillé sur les raisons d'être aussi. Donc ça, nous aussi, on a fait cet exercice l'année dernière sur la raison d'être. On l'a fait de façon très collaborative, en impliquant tout le monde. Et donc, on est arrivé à une raison d'être, je veux dire, qui nous ressemble. Alors, dans la raison d'être, il y a équation, parce qu'on voilà, on est ingénieur. Il faut résoudre une équation du XXe siècle qui est quand même très compliquée. Parce qu'il faut à la fois continuer à répondre à des besoins essentiels des populations et, dans le même temps, la décarbonation massive. Et sur cette raison d'être, c'est là où j'ai vu qu'en fait, l'entreprise, ce n'est rien d'autre qu'un collectif d'hommes et de femmes qui sont fédérés parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a un cap, il y a une vision commune. Et ce qui fait la force de frappe de ce collectif, c'est de pouvoir révéler et mettre en mouvement ce qui les rassemble. Donc, travailler sur la raison d'être, mais vraiment pas le slogan de com', parce que dans ce cas-là, vous pouvez le faire en 5 minutes. La raison d'être, en ayant avec des groupes de travail, en s'interrogeant, c'est quoi notre ADN, c'est quoi nos drivers, c'est quoi ce qui nous anime, ce qui nous motive. On est ingénieur chez Aegis, on est fiers. Voilà, qu'est-ce qui nous rend fiers, finalement? Et qu'est-ce qu'on aimerait vraiment changer dans le monde? Et ce sera notre pierre à l'édifice. Ça, c'est vraiment fédérateur. Mon expérience, en revanche, c'est que, pour le coup, je pense que là, je n'ai pas tout à fait réussi mon affaire. J'avais vraiment tout le board avec moi, le COMEX, pour faire cette réflexion de raison d'être. J'ai eu des moyens, j'ai pu m'appuyer sur des consultants, on fait des récits, on fait des vidéos, des groupes de travail dans le monde entier, j'ai eu les moyens. On a pondu notre raison d'être et je trouvais vraiment qu'il nous ressemblait, très fédératrice. Et juste lorsqu'on l'a publié, ensuite on a eu une réorganisation. Et ensuite, toute l'énergie s'est mise dans la réorganisation. Et donc, je n'ai pas pu aller aussi loin que je l'aurais souhaité dans la deuxième phase, qui est pour moi plus importante même que la première phase de la définition de la raison d'être, qui est sur l'appropriation par les gens et qu'est-ce que ça veut dire au niveau élémentaire des équipes, etc. Une raison d'être, si vous faites l'appropriation, c'est un levier d'engagement extraordinaire. Mais là, j'estime que pas tout à fait fait ce que j'aurais souhaité faire. Je vous parlais de ballons d'oxygène. Alors, un de mes ballons d'oxygène, je suis aussi présidente de la Fondation Aegis. Moi, c'est de m'occuper de cette fondation. On lui a redonné un second souffle il y a 2 ans. Fondation ciblée sur la lutte contre le changement climatique et la transition juste. Donc, avec un aspect sociétal, ne pas laisser personne au bord du chemin fort. Comme toute fondation, on soutient des ONG, etc. Mais on a voulu faire un truc un peu particulier. On s'est dit, cette fondation, il faut aussi que ce soit une fondation où on puisse, que nos collaborateurs aussi puissent vraiment agir. Et donc, on s'est lancé dans un pari fou, c'est de faire un challenge étudiant, monde entier, sur la thématique de l'adaptation au changement climatique. Je n'avais jamais organisé de challenge étudiant au monde. Ça a super bien marché. On a fait ça auprès des écoles d'ingénieurs, mais sciences dures, bien sûr, mais aussi les sciences souples. Et ça marchait au-delà de ce qu'on pouvait espérer. 500 équipes de jeunes dans le monde entier. Et la façon dont on a procédé, c'est de dire, nous, on ne va pas juste donner un chèque. Alors,
fait, on n'avait pas beaucoup d'argent à donner dans le chèque, donc il fallait qu'on trouve autre chose pour que ça marche. Et donc, nous, ce qu'on va dire, on va vous proposer un chemin, un parcours. Et ce qu'on voulait, c'est vraiment transmettre des connaissances. Et donc, c'est tout un chemin de 5-6 mois, cette compétition. Et donc, dans un premier temps, on transmet des connaissances, c'est-à-dire on leur a donné accès à des webinaires avec des interactions avec des experts du GIEC, etc., et des experts de chez nous. J'étais ravie de trouver du temps pour, échanger avec les jeunes. Puis après, on avait une douzaine d'équipes sélectionnées. Et là, on a fait du mentorat. Des experts de notre groupe, du monde entier, qui accompagnaient les jeunes. Ça marche incroyable. Et ça, tout le monde est content. Alors en plus, j'ai arrivé à embarquer aussi des jeunes retraités de l'entreprise. Et du coup, je me dis, ben voilà, on a réussi à créer des ponts. Et ça donne beaucoup, ça contribue beaucoup à la motivation, au sentiment de fierté, d'appartenance dans les boîtes. Et moi, c'est mon ballon d'oxygène quand je travaille pour la Fondation. Voilà. Et maintenant, je dézoome et je vais faire aussi vous parler de, quand on parle d'embarquer les parties prenantes, il n'y a pas que les parties prenantes de l'entreprise. Il faut embarquer aussi tous les acteurs de votre écosystème. Et je vous le dis haut et fort, le temps est venu des alliances. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant pour faire des alliances, pour changer les chaînes de création de valeur. Et c'est maintenant que ça se passe. Alors, sur l'écosystème, ce qui a été très utile, c'est de mettre un comité d'orientation développement durable. J'ai fait ça dès que j'étais en poste. J'ai créé ce comité d'orientation développement durable avec des parties prenantes externes, des représentants du ministère, des représentants des clients, des ONG, des profils un peu atypiques, sociologues, économistes, pour nous ingénieurs. Je l'ai fait tout de suite et ça m'a beaucoup aidé. 2 réunions par an, présidées par le directeur général. Ça fait 14 ans que ça dure. Le président directeur général n'a jamais raté une seule séance. Et j'ai encore des personnes du partie prenante qui sont autour de la table. Aujourd'hui, et ça, c'est génial, hein, parce qu'au début, on y allait avec nos innovations très techniques. Regardez, c'est super, on est super content d'avoir fait ça. Et là, on s'était fait, mais vraiment challenger en disant, ouais, mais c'est génial, mais vous savez, les équations à 5 degrés, on vous fait confiance. Mais avez-vous pensé à l'acceptabilité sociétale de ce que vous proposez? Avez-vous essayé de tester, d'expérimenter sur le marché? Alors que nous, on restait à peaufiner notre innovation pour qu'elle soit top, alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et donc là, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et maintenant, j'en suis au moment où ça reste aujourd'hui, comme la boîte est passée d'une boîte française qui travaillait à l'export à une boîte internationale. Mon défi, c'est de mettre ces instances dans chacune des régions du monde, simplement pour interagir. Et donc, on pose sur la table les vrais sujets. Voilà. Petite bouffée d'oxygène. Je crois que c'est le C3D un sponsor de l'événement. Donc moi, quand j'ai pris ma fonction, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe du C3D. À l'époque, on n'était pas nombreux. On pouvait aller au resto, on trouvait une table au resto. Vous connaissez certaines personnes, notamment Fabrice, encore, qui est là sur la photo, Hélène, etc. J'ai eu la chance de faire partie de ce petit groupe de 10 directeurs développement durable au départ. Et ça, c'était une sacrée bouffée d'oxygène parce qu'on partageait les bonnes pratiques, on se racontait nos galères. C'est toujours le cas. Et je crois que les fonctions sont difficiles et on a vraiment besoin, de partager. Alors pour moi, plus globalement, aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, c'est accélérer et c'est massifier. Alors chaque entreprise doit faire sa part, très bien, dans sa zone d'influence. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et donc, il faut vraiment travailler au niveau des filières. Ce qui concerne, nous, notre filière, c'est une filière qui est très silotée, segmentée, etc. Et donc, si on ne travaille pas avec l'ensemble de la filière, on ne pourra jamais, arriver aux objectifs. Donc, c'est là où c'est tout le travail des alliances aujourd'hui qui sont en train de se faire pour réinventer les chaînes de création de valeur, ou en tout cas comment on crée de la valeur autrement, et ça on peut le faire qu'avec les parties concernées. C'est sortir du cadre. Alors ça, pour le monde qui est le mien d'ingénieur, c'est extrêmement difficile. Nous, tout notre métier est contraint par des normes, par des références. Quand j'ai commencé toute jeune ingénieure, on me disait surtout il faut que tu
mieux tu connais les standards, et mieux tu appliques les standards, tu seras un top ingénieur. Et maintenant, ce que je dis, remettez en cause les standards. Sortez du cadre. Et franchement, je serais jeune ingénieur maintenant, qu'est-ce que je m'éclaterais. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des cadres, dans mon métier, on a des cadres normatifs qui ne nous permettent pas d'atteindre les accords de Paris. Donc ça, quand vous commencez à dire qu'il va falloir faire changer des réglementations, c'est clair qu'une entreprise seule, vous ne pouvez pas. Et donc, vous ne pouvez le faire que dans le cadre de syndicats professionnels. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis investie dans Syntec Ingénierie, le syndicat de ma branche. On a fait une charte de l'ingénierie, etc. Alors au début, c'était très, je partage des bonnes pratiques. Puis maintenant, on est dans le dur, on est dans la partie, la pente, vous savez, raide du K2, où là, on se dit, va falloir être quand même force de proposition pour faire évoluer des choses dans les cahiers des charges, dans les appels d'offres publics, parce que sinon, on ne va pas y arriver. C'est sûr. Et enfin, je terminerai par là. Donc, je vous ai beaucoup parlé d'intelligence collective et je vais vous parler aussi d'intelligence émotionnelle. Et je pense que ça reboucle bien avec votre propos introductif. On est quand même sur des sujets qui sont très, par nature, anxiogènes. Et on parle de risques, et on parle de crise, et on parle de catastrophes. Et puis, tout ce qu'on présente, c'est quand même des contraintes. Ça bouscule les habitudes. On est toujours en train de... Dans mon métier, moi, je trouve que maintenant, je manage des injonctions contradictoires. Je suis devenue experte en management des injonctions contradictoires. Parce qu'en gros, dans nos boîtes, ce qu'on nous demande, c'est de changer la roue en roulant quand même. Hein. C'est quand même juste ça. Donc, tout est très compliqué. Voilà. Et donc, dans le monde qui est le nôtre, avec des contraintes économiques qui sont toujours extrêmement fortes, je veux dire, sur le COMEX... Voilà, hein, c'est quand même ça, c'est le sujet. Et en plus, dans les situations de permacrise aujourd'hui dans lesquelles on est, c'est encore plus prégnant. Et bien avec ça, on n'arrive quand même pas à embarquer aussi rapidement qu'il le faudrait. Moi, j'ai des certitudes. La peur, elle paralyse. Et donc, pour vraiment mettre en mouvement, il faut jouer sur un autre registre. Ce qui met en mouvement, pour moi, ce sont les envies, ce sont les émotions, ce sont les aspirations. Et donc, je crois qu'on est dans la... C'est pas la fin du monde qu'on est en train de vivre, c'est la fin d'un monde. Et donc, sur ce monde qui est à imaginer, il faut effectivement qu'il soit désirable. Et donc, finalement, mais qu'est-ce qu'on en attend ? Et puis qu'on s'éclate dans ce monde. Et ce sera du mieux vivre, ce sera sur le cadre de vie, etc. Et quand vous revenez sur l'entreprise, ça revient sur le fait que lorsque, en présentant les sujets, je veux dire, il faut dire, voilà, on fait ça, c'est pour prévenir tel risque, et puis voilà ce que ça peut nous apporter aussi comme bénéfice en termes de différenciation, en termes de etc. Et donc ça c'est quelque chose, je pense, qui est très important, effectivement, comme vous le disiez, c'est la façon de parler du sujet qui donne envie juste de se bouger les fesses pour y aller. Et donc je terminerai juste par cette citation, « L'enthousiasme est la source de tout progrès ». Voilà, je vous remercie.